quand j'étais en section. Du coup, c'était une classe. Et en plus de ça, du coup, on a demandé des petites dépressives. Du coup, je m'appelle Alban, j'ai 21 ans. Je suis franco-viette et je suis en 5e année à Sciences Po. Du coup, moi je m'appelle Anouk, j'ai 19 ans, je suis à Sciences Po en 2e année, je suis guyanaise et mosellane. Qu'est-ce qui vous distingue de ce que j'oserais appeler la normalité neurologique? Moi j'ai été diagnostiqué haut potentiel, enfin je crois qu'on dit comme ça, haut potentiel quand j'étais en moyenne section. Du coup j'ai sauté une classe. Et en plus de ça, du coup l'an dernier j'ai eu des petites phases dépressives et du coup j'étais diagnostiqué avec un trouble bipolaire. Moi ce qui me distingue de la normalité, je dirais que c'est... j'ai remarqué à un moment que j'avais une manière de fonctionner différente des autres, mais c'est arrivé tard, même après mon diagnostic, parce que du coup moi j'étais diagnostiquée au potentiel aussi, quand j'avais genre 8 ans. Moi j'ai toujours cru que les autres ils fonctionnaient comme moi, et en fait j'ai réalisé que c'était pas du tout le cas. Comment vous avez vécu votre diagnostic? Est-ce que c'était dur? En vrai, quand j'étais petit, je dirais pas que ça a été dur, parce qu'en vrai j'étais trop petit pour me poser la question. En grandissant, des fois j'ai eu des phases de bien, des fois de moins bien avec ce diagnostic, en me disant que soit du coup ça m'apportait beaucoup de force, notamment le fait que j'étais fort à l'école et tout, mais des fois aussi je me suis dit que ça me rendait très différent des autres et du coup ça limitait beaucoup ma compréhension de l'autre. Ça c'était compliqué, et pour la bipolarité en fait je m'y attendais vraiment pas du tout. Moi je pensais plutôt que je faisais une dépression en fait, ou un burn-out, et j'étais plutôt étonné d'apprendre que je faisais bipolarité. Ça a été dur parce que le diagnostic il s'est accompagné d'un traitement, donc du coup je prends des médicaments et tout, et ça pour le coup ça a été beaucoup plus compliqué à accepter, et de plus les médicaments c'est quelque chose qui change fondamentalement aussi la manière dont on se comporte, la manière dont on vit. Du coup ça a été aussi une grande révélation pour moi, et j'en vois les conséquences et les effets chaque jour. Ça a du positif, mais aussi c'est pas toujours facile de se dire que voilà, on entame un gros travail de changement de soi-même. Moi je l'ai plutôt bien vécu. En vrai, j'étais un peu jeune pour comprendre aussi, mais c'est vrai que non, j'ai pas eu de problème avec ça. Dans le système scolaire traditionnel, il y a un réel manque de compréhension de la part des professeurs, couplé d'une certaine ignorance sur le sujet. Comment l'avez-vous vécu, ce manque de considération de la santé mentale de la part de l'administration ainsi que des équipes pédagogiques? Pas pour moi personnellement, parce que moi je suis toujours bien rentrée dans le moule. Du coup j'ai toujours été une bonne élève, calme. Dans ma famille et chez des amis proches, je sais qu'ils ont eu beaucoup de mal à l'école, et des profs qui sont pas du tout formés, qui ne comprennent pas du tout le sujet parce qu'ils n'ont pas la formation nécessaire. Aussi on voit qu'il y a des manques de moyens. Les profs, même ceux qui étaient volontaires, ils n'avaient pas forcément le temps, ils ne sont pas payés pour ça, et sinon c'était vraiment s'ils proposaient des choses, c'était vraiment c'était en plus quoi, c'est-à-dire un accompagnement supplémentaire. Mais c'est vrai que il y a un gros manque en vrai. Et ça crée d'énormes malaises chez beaucoup de gens. Pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens. Moi je suis assez d'accord. Pour le haut potentiel, c'est vrai que le problème c'est que l'enseignement il n'est pas du tout cadré pour justement les élèves qui s'ennuient. L'enseignement il est surtout fait pour des élèves qui rentrent parfaitement dans le moule. C'est pareil, j'ai plein d'exemples de gens qui sont neuroatypiques chez moi, donc qui peuvent avoir des petits retards, des formes d'autisme par exemple. C'est vrai que c'est très très mal détecté, très très mal traité, et c'est des gens qui sont souvent mis ensemble alors que du coup ils n'ont pas du tout la même neuroatypie. Moi en tant que haut potentiel, j'ai un de mes potes qui était pareil. On a réfléchi à l'envoyer en SECPA, etc. parce que juste il rentrait pas du tout dans le moule. Moi j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours été bon dans tous les domaines à l'école, et ça c'est un peu ce qui m'a sauvé, même si je me suis toujours beaucoup ennuyé. On m'a proposé de sauter une 2e classe au collège, ce que j'ai pas voulu parce que en termes d'intégration c'était déjà compliqué. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué aussi avec le truc d'être hors du moule, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ne comprennent pas forcément, et les professeurs ils sont pas formés pour accompagner les autres personnes à nous comprendre. Et voilà, en plus de ça, les enseignements, il y a des endroits où il y a des initiatives qui sont prises, etc. Mais dans la grande majorité des cas, dans la grande majorité des écoles, des collèges et des lycées de France, il n'y a pas d'accompagnement spécialisé. Soit on s'ennuie, soit du coup on n'est pas attentif, on dort, on fait des conneries en cours. C'est vrai que du coup c'est pas toujours un passage facile. Je sais que moi par exemple, pendant très longtemps, j'avais la flemme de me lever le matin. Je me levais le matin, j'avais pas envie d'aller en cours, j'avais pas envie d'aller au lycée. Alors que pourtant je m'entendais bien avec beaucoup de gens finalement au lycée, j'avais pas envie d'aller en cours en fait parce que ça me saoulait. Par contre pour la bipolarité, il y a un effort de fait dans le supérieur, en tout cas donc là où nous on était à l'école. C'est vrai que la directrice des études, elle a tout de suite reconnu que voilà, ça allait pas. C'était pendant la période du Covid.
Elle m'a laissé avoir des temps supplémentaires pour rendre mes évaluations. Par contre, ce qu'elle a mal compris, c'est la confidentialité. Le fait que voilà, j'ai pas forcément besoin de me justifier de ça. Et que juste le fait que j'ai un mot du médecin, ça suffit normalement. Et qu'elle est surtout pas obligée d'aller répéter aux autres enseignants. Ou de le communiquer à l'équipe enseignante, etc. Il y a une espèce de clause de confidentialité qui n'est pas toujours respectée. En même temps, c'est vrai que aussi, tout le monde a du mal à mettre les limites, tout le monde a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Donc moi, je lui en tiens pas rigueur du tout parce que pour le coup, c'est grâce à ça que j'ai pu passer une bonne année dernière. Et je pense qu'il y a vraiment dans le système scolaire, de ce que je vois pour mon petit frère ou ma petite sœur par exemple, il y a quand même un effort de compréhension qui est fait et les choses elles ont tendance à avancer, je trouve. Je pense à autre chose. Moi j'ai fait 1 an du coup dans un lycée spécialisé pour personnes précoces, surdouées au potentiel. Et après il y avait beaucoup de gens qui avaient des dyslexies, dysorthographie, dys, hyperactivité, troubles de l'attention, qui avaient aussi des phobies scolaires. Et du coup ça réunissait un peu toutes les personnes qui n'étaient pas en phase avec le système scolaire classique. Et là je me suis dit il y avait un vrai problème parce que ces gens-là ils étaient obligés pour réussir d'aller dans un lycée spécialisé parce que du coup c'était payant, c'est du privé, mais c'est quand même fou qu'il y ait des gens juste pour aller à l'école qui soient obligés de chercher, il y a quand même une charge pour les parents juste même de recherche. Ensuite il y a une charge mentale parce que c'est tout un accompagnement que les parents font en général et que les établissements peuvent pas faire, et aussi financière alors que tout le monde n'a pas les moyens. Tout ce qui est neuroatypie, ça ne concerne pas seulement certaines classes de la population, mais ça touche tout le monde. Donc, je veux dire, c'est pas une question de moyens. Et ça, je trouve que c'est vraiment choquant que dans le public, il n'y ait pas d'accompagnement. Dans neuroatypique, il y a le mot atypique. Donc, ça signifie qu'on n'est pas vraiment comme les autres et qu'entre guillemets, on n'est pas normal. Et donc, du coup, on devient une cible et malheureusement, ça fait que l'on peut devenir le bouc émissaire de tout un groupe. Accepteriez-vous de parler de harcèlement scolaire ? Moi, j'avoue que c'est un sujet que je connais plutôt pas mal. C'est vrai que ça peut être catalyseur parce que il y a de la jalousie qui se développe et ça peut être de la jalousie qui vient des autres élèves parce que les enfants sont méchants entre eux. Généralement, je trouve que ce genre de pratique surtout suffit via la neuroatypie. C'est violent c'est très très violent quand on est petit. Et plus on avance et plus la violence change. Parce que moi quand j'étais à l'école c'était des brimades physiques, je me battais tout le midi. En plus il y a plein d'autres facteurs qui font qu'il n'y avait pas que la neuroatypie, il y a le fait que je suis asiatique, le fait que du coup j'étais un peu plus rond qu'avant. Voilà. Quand on arrive au collège et que du coup il y a de plus en plus les parents d'élèves qui sont présents, etc., on sent aussi qu'il y a une part de jalousie de la part d'autres parents. Ce qui sort de la bouche des enfants, c'est parfois pas que de leur bouche à eux. Ça peut aussi être une force, parce que je sais que moi ça m'a permis de fédérer beaucoup de gens qui m'ont poussé en fait en terminale pour me dire ouais franchement t'as une tête, fais des trucs de ouf, et du coup c'est aussi un peu grâce à eux que je suis aujourd'hui à Sciences Po. Une fois arrivé à Sciences Po ça m'a beaucoup servi. Pour le coup s'il y a bien un endroit où je l'ai pas ressenti le harcèlement ou le jugement par rapport à la neuroatypie, c'est Sciences Po, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Donc je pense que oui, c'est le principe du bouc émissaire, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Alors moi j'ai pas subi de harcèlement, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est beaucoup lié au fait que je rentrais dans le moule. C'est vrai qu'on a toujours les remarques, mais je pense que ça c'est plus pour les gens qui sont premiers de la classe en général, en mode ouais l'intégo, plus des remarques comme ça, mais je parlerai pas non plus de harcèlement. Je dis vraiment jamais mon âge et je sais que si je l'avais fait, je pense qu'il y aurait d'autres conséquences, mais pour le coup j'essaie vraiment de me faire le plus possible à la masse, en tout cas au collège. Après au lycée je trouve c'est quand même plus ouvert, vraiment en tout cas là où j'étais. Mais c'est vrai que sinon j'ai pas eu plus de problèmes que ça. Alban, est-ce que tu as déjà essayé de cacher ta neuroatypie ? Non, parce que en fait je sais pas cacher ma neuroatypie dans le sens où si la bipolarité peut-être un peu plus. En vrai j'ai eu du mal à déterminer au début que le fait d'en parler c'était aussi une forme de thérapie, parce qu'il y a plein de valeurs, notamment de la fierté, de la conception de ce qui fait de toi une personne fière, honorable, ce qui fait de toi un homme aussi. C'était compliqué de reconnaître sa fragilité quelque part, mais après voilà je me suis rendu compte que ça revient à dire ouais je me suis pété la jambe, il y a ça qui va pas, ça déconne mais c'est pas grave. En tout cas là dans le cadre de la bipolarité c'est important d'en parler je trouve pour pouvoir laisser un petit peu plus justement respirer par rapport à ça. Pour le haut potentiel, non, parce que tout simplement je sais pas le cacher en fait, j'aime pas jouer au con, c'est un truc que je sais pas faire, donc si je suis bon dans une matière, si je comprends quelque chose, je vais pas le cacher. D'autant plus que c'est aussi des éléments qui m'ont permis d'être accepté, parfois à tort, parce que parfois c'était juste pour que je fasse les devoirs des autres, évidemment on va pas se mentir. Mon intelligence
elle se concentre surtout dans les relations avec les gens. Je me sens toujours très bien dans les groupes, je parle bien aux gens, etc. Je m'intègre dans le groupe dans lequel je suis. Je pense que ça aussi, c'est un truc qui fait que j'arrive pas à cacher mes neuroatypies, dans le sens où je l'utilise en fait tout le temps et j'ai pas peur de l'utiliser. Du coup, moi, c'est pas que forcément que je cache ma neuroatypie, mais c'est que j'en parle pas. C'est quelque chose avec laquelle je suis pas forcément à l'aise. La plupart de mes amis sont pas du tout au courant. Mais après, c'est parce que aussi, je vois pas l'intérêt de le dire. En vrai, vu que j'ai pas forcément de problème lié à ça, j'en parle pas. Et même si c'était le cas, je pense que j'aurais vraiment du mal à en parler parce que c'est quelque chose de tellement peu connu, qu'il y a tellement de stéréotypes. En fait, avec surtout ce qui est haut potentiel, tout de suite on va être catalogué comme ah ouais, l'intello, surdoué, enfin ça va s'arrêter là, ah super, du coup t'as des bonnes notes et tout, trop bien, t'es un génie, alors que vraiment il y a tellement de choses autour et finalement le fait de peut-être capter les choses plus vite, d'avoir peut-être des facilités, c'est tellement minime par rapport à tout le reste parce que être haut potentiel, c'est aussi avoir des pensées constantes, jamais s'arrêter de réfléchir, avoir du mal à gérer son cerveau en fait, tout simplement. Et il y a plein de troubles qui vont avec. Moi, je sais que je suis pas forcément touchée par tous ces troubles, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent, ça va souvent de pair. Il y a tout un kit, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui ont un TDA, par exemple, un trouble de l'attention. Et aussi, des fois, j'ai un peu la flemme d'expliquer tout, d'éduquer les gens par rapport à ça. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait pour moi j'aime pas dire que ça veut dire qu'on est plus intelligent que les autres, parce que l'intelligence elle est ultra relative et qu'on n'a pas une vraie définition de l'intelligence. Il n'y a aucun consensus scientifique sur ce que c'est l'intelligence. On a un cerveau qui fonctionne différemment et qui semble avoir une activité qui est plus importante, mais parce qu'on a décidé que l'intelligence dans nos sociétés, elle se chiffrerait comme ça. Quand on parle de QI, on parle toujours de la logique, de la mémoire, etc. Mais il y a un point qui est extrêmement important, c'est la société, le langage et la communication. Et généralement, en fait, la plupart des hauts potentiels, soit ils sont très nuls dans ce domaine-là, soit ils sont très bons. Et quand on est très bon, ça veut dire qu'on est extrêmement empathique. Donc ça veut dire que aussi on a toute une charge mentale énorme qui est qu'on comprend les souffrances de tout le monde. Parce qu'on arrive à se mettre à leur place et du coup ça veut dire qu'on encaisse beaucoup plus aussi. Et donc c'est pour ça qu'on est un peu souvent les amis psy attitrés de nos potes qui viennent nous raconter leurs problèmes, etc. Et ils se rendent pas forcément compte que justement en fait une neuroatypie peut en mener à une autre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent devenir dépressifs assez facilement du fait de ne plus pouvoir se sortir justement de la souffrance des autres. Et à l'inverse justement les gens qui sont bloqués et qui n'arrivent pas à comprendre les autres, ils ont l'impression de vivre dans un monde qui est complètement différent, qui leur est fermé, et avec qui ils n'ont pas de communication, d'échange. Et ça c'est un truc qu'il faut vraiment pas oublier parce que la santé mentale c'est quelque chose qui est négligé. Comment avez-vous vécu le confinement? Si mal. En gros en fait pendant le confinement j'habitais dans un endroit, un tout petit endroit. J'étais assez loin de tous mes potes. Justement le fait d'avoir mes pensées qui se bousculent plus du coup le diagnostic qui venait de tomber sur mes troubles. Les cours en distanciel ça nous a, moi personnellement ça m'a achevé. Ça a pas achevé que moi, ça a achevé tout le monde dans la promo. Et ouais non c'était compliqué. C'était vraiment très compliqué. Moi, le confinement, c'était très dur au début, mais c'était pas forcément lié à ma neuroatypie. Donc, je voudrais pas non plus tout mélanger. Après, j'ai eu la chance, pour le reste du confinement, pour le début, donc, de le passer en famille. Et aussi d'avoir de la place chez moi. Autrement, je sais que j'aurais un peu pété les plombs. Mais bon, après, je pense un peu comme tout le monde. Mais c'est vrai que quand on est neuroatypique, on a beaucoup plus tendance à avoir besoin de sortir. On tourne vite en rond. Moi, ce que j'ai eu au début, c'est que je voulais vraiment pas sortir. Je tournais vite en rond et je sais que j'ai des pensées plutôt négatives. Mais après, quand j'ai commencé à ressortir, j'ai vraiment eu ce besoin-là d'avoir de l'espace, d'être avec du monde. Mais sinon, ouais, du coup, je l'ai plutôt bien vécu. Et qu'est-ce que vous espérez comme changement après le Covid-19 ? Une vraie prise en compte de la santé mentale. Pas comme ce qu'ils proposent avec l'échec psy là, qui sont, je pense, malheureusement, une grosse connerie. Je pense que si on veut que les psychologues ils fassent du bon travail, parce que être un psychiatre et être un psychologue c'est pas la même chose. Les psychologues ils savent très bien qu'ils peuvent pas travailler à la chaîne, malheureusement. Moi je pense que ça devrait être remboursé, mais ça devrait être remboursé sans toucher aux conditions de travail des professionnels de santé. Je pense que ce serait important aussi de réformer l'éducation, parce que je pense que le Covid il a permis de mettre en lumière quand même, je pense, des grandes failles de notre système scolaire. Si ce n'est pas les plus grandes failles, donc à savoir justement le manque d'accompagnement personnalisé, l'abandon des élèves et des profs face à une situation, et que personne à un moment se dise faudra peut-être qu'on prenne les choses en main. Le fait que l'enseignement il n'est pas du tout adapté à ce qu'on retienne vraiment les choses et qu'on les retient uniquement parce qu'on y est confronté en permanence, et que dès qu'on perd ce lien qui est d'aller en cours, qui est de voir une feuille écrite, qui est d'écrire rédigé à la main, il y a plein de gens qui ne suivent plus.
Et en fait, moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'au final, il y a énormément de gens qui sont neuroatypiques et je pense que dans le fond, tout le monde est un petit peu neuroatypique à sa manière. Et ça fait que ça demande justement beaucoup de personnalisation de l'enseignement. J'espère vraiment qu'il va y avoir une réflexion autour de ça à l'éducation nationale et qu'enfin on va embaucher des profs et qu'on va arrêter de supprimer des postes pour accompagner les enfants et les plus vieux pour que tout le monde puisse se réaliser et tout le monde puisse vraiment apprendre des choses. Alors moi, ce que j'aimerais qu'il change, ce serait que les gens en général prennent plus la santé mentale en compte, mais surtout que ce soit plus stigmatisant de voir des experts de la santé mentale, genre des psychologues, parce que je trouve que c'est toujours un problème aujourd'hui. Enfin, dire qu'on va chez le psy, à part si on a des amis qui sont ouverts ou quoi, même par rapport à la dépression en général, au suicide ou quoi, enfin pas moi personnellement, mais en mode les gens ne comprennent toujours pas aujourd'hui que c'est un vrai problème et c'est vraiment beaucoup associé au fait d'être faible ou quoi, alors que franchement c'est normal de prendre soin de soi, comme on va chez le médecin, faut aller voir si tout va bien dans sa tête. Pour rejoindre ce que Alban disait au niveau de l'accompagnement, oui, clairement je pense que, j'espère en tout cas que ça a montré au milieu enseignant et éducatif que il y avait un réel problème et un réel besoin d'accompagner les gens davantage. Parce qu'on a vu que ceux qui décrochaient en distanciel, enfin en soi ils décrochaient déjà en présentiel, on va dire, mais ça se voyait peut-être moins. Un message à faire passer pour les jeunes neuroatypiques ou neurotypiques qui nous regardent. Mentalité, perdez pas la foi, ça va bien se passer, franchement, soyez focus et soyez concentrés. Et surtout, n'oubliez pas de vivre, c'est important. Il n'y a pas que l'école dans la vie, il y a vos passions, il y a vos envies, il y a vos ressentis. Et franchement, c'est ça qui est le plus important parce que on se met énormément de pression sur l'école en se disant qu'il faut absolument être performant à l'école. Mais déjà, une fois passé le bac, qui franchement est accessible, une fois passé le bac, il y a tellement de possibilités qui peuvent s'offrir. Il faut juste y réfléchir, il faut être intelligent, il faut être prévoyant, continuer à chercher le bonheur. Parce que ça, c'est ça qui est vraiment important. Et aussi, faut pas hésiter à en parler, même si c'est à une ou deux personnes, à la famille, si on sent qu'on a des difficultés, qu'on est différent. Enfin, auprès des profs ou quoi, même si c'est pas optimal, c'est déjà mieux que rien. Et au moins essayer, ne pas hésiter à se faire suivre si on n'a pas besoin, c'est important. Même si à l'instant T, on trouve que tout est sombre, en vrai, il y a d'autres gens comme vous aussi. Et ça c'est aussi un truc que je trouve important et qui moi m'a permis vraiment de bien me sentir dans ma peau, c'est de trouver d'autres gens comme moi, enfin on est unique à notre manière, mais trouver des gens à qui on peut s'identifier, ça peut beaucoup aider. Merci Alban, merci Anouk.